Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de La Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, jour de colère, François Hollande réussit à rassembler les Français contre lui. Nouvelle attaque contre la famille et la scolarité à domicile dans le viseur de l'État qui veut imposer la théorie du gender à tous les enfants. Manuel Valls se verrait bien capitaine de pédalo, mais n'est-il pas déjà dans la tourmente? L'Union européenne et la Fondation Soros veulent la guerre civile en Ukraine. L'Union européenne encore, elle est épinglée par la Russie dans un rapport sur la question des droits de l'homme. Genève 2, les espoirs de paix en Syrie sont portés par la diplomatie russe. La France-Afrique cède le pas à l'Atlantafrique, mais le jeu reste le même et les Africains sont toujours perdants. Reconnaissons-le, François Hollande a au moins réussi à rassembler la France. Contre lui, certes, mais c'est quand même une belle réussite. Malgré la pluie, malgré leurs divergences d'opinion parfois, ils étaient plus de 150 000 à battre le pavé parisien au cri de Hollande démission, ponctué de quelques journalistes collabos. La préfecture divise ce chiffre par 10, mais il est difficile pour les observateurs impartiaux de nier le succès de cette journée. Drapeaux français, drapeaux régionaux, fleurs de lys ou portraits de Dieudonné ont parfois fait face aux camions blindés des forces de Manuel Valls, de ses canons à eau et de ses gaz lacrymogènes. Pourtant, à voir les familles qui composaient l'essentiel de ce cortège avec une très forte proportion de jeunes, la démocratie n'avait pas grand-chose à craindre. Les manifestants ont délivré leur message de manière résolue et non violente. La colère fiscale, le ras-le-bol du chômage ou les entraves que subissent les artisans, les commerçants et les paysans ont été les premiers slogans du jour de colère. Le cortège massé derrière la banderole « Liberté d'expression » était un des plus importants et il a rapidement entraîné la totalité des manifestants à reprendre ces slogans « François, casse-toi » ou « Hollande, dictateur », soutenus par le chant de la Marseillaise. Grands absents de ce défilé, les syndicats et les partis politiques qui semblent avoir perdu leur rôle de vecteur d'opposition. Comme lors de la mobilisation des bonnets rouges en Bretagne, le ras-le-bol n'est plus canalisé, aseptisé par des structures qui font partie du système, qu'elles le veulent ou non. C'est donc un mouvement inédit dans sa forme et dans ses revendications qui vient de voir le jour. Si leur revendication de voir les sénateurs et les députés engager une procédure de destitution à l'encontre de François Hollande a peu de chances d'aboutir, l'ultimatum que les manifestants ont lancé à la classe politique risque d'avoir des échos dans les semaines et les mois à venir. Une édition spéciale, toute image, de nos équipes parisiennes est disponible sur notre site. Elle couvre plus particulièrement la mobilisation des enfants d'hétéros de Lyon à l'occasion de cette journée. La France deviendrait-elle une dictature? La formule peut paraître extrême, voire galvaudée, mais petite touche par petite touche, le gouvernement français supprime des libertés au profit du conditionnement des masses que n'auraient pas renié les dictatures les plus virulentes. Dernière cible en date, l'école à la maison. En France, la scolarité est obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 16 ans. La scolarité, pas l'école. Si l'on veut d'ailleurs mesurer l'excellence de la scolarité en France, on trouve en bas de l'échelle l'école publique, puis l'école privée, puis les écoles hors contrat, puis les élèves scolarisés à domicile. Leur niveau d'excellence était si flagrant que les élèves des deux dernières catégories raflaient toutes les premières places du concours général avant d'en être exclus. Les prétextes sont toujours les mêmes, lutter contre les sectes, la désociabilisation et j'en passe. Bien sûr, à l'école de la République, point de conditionnement et point de sectarisme. Que cette interdiction soit envisagée au moment où Vincent Peillon veille à l'introduction de la théorie du genre, gender en anglais, dans les écoles de la République n'a pourtant rien d'anodin. Le principe de cette théorie, initiée aux États-Unis par des militantes lesbiennes, s'appuie sur la distinction radicale chez la personne humaine entre son sexe biologique et son identité sexuelle. Si le sexe biologique est déterminé dès la naissance, l'identité sexuelle est, selon le manuel Hachette, la perception subjective que l'on a de son propre sexe et de son orientation
l'orientation sexuelle. Fin de citation. Il est le fruit d'un climat culturel et d'un conditionnement social. Le garçon qui se rue sur un camion et la petite fille sur une poupée serait ainsi le résultat de représentations sociales transmises sans lien avec le sexe biologique. L'être humain doit donc demeurer libre de construire sa propre identité sexuelle, indépendante de l'identité sexuelle de la personne. L'orientation sexuelle devrait quant à elle être un choix totalement libre selon ses désirs. C'est une théorie, nullement un fait scientifique. Elle prend les enfants comme cobayes et a surtout pour but de faire des garçons des filles comme les autres. Car c'est avant tout une négation de la virilité. Beaucoup de pays comme la Norvège font marche arrière devant les dégâts provoqués chez les enfants et les adolescents par cette propagande visant à faire accepter comme une normalité les relations antinaturelles. Plus les contre-enquêtes sur la théorie du gender sont sérieuses, plus on s'aperçoit qu'il faut éduquer les filles et les garçons dans une différence assumée et respectueuse. Les filles et les garçons ne fonctionnent pas à l'identique. L'éventail des comportements est plus large que les stéréotypes convenus, mais ces comportements ne se superposent pas. D'ailleurs, l'indifférenciation n'invoque aucun respect particulier. La différence, oui. Dans ces sociétés malades du XXIe siècle, il est parfois ahurissant de devoir rappeler des principes sains qui ont été la base de nos plus belles civilisations. L'imposition du gender n'est pas un fait français, c'est une volonté imposée aux nations, comme c'est le cas en Suisse, où dans le canton de Bâle, des sex-box contenant du matériel pornographique ont été préparés à l'intention des écoles maternelles et primaires, ou encore en Allemagne, où des parents ont été mis en prison 40 jours pour avoir refusé que leurs enfants suivent ces cours. C'est bien la famille en tant que cellule de base de notre civilisation européenne qui est visée. Le droit à la scolarité à la maison, c'est donc un des actes de résistance possibles contre l'utilisation de nos enfants comme cobayes sexuels. Que vos enfants soient concernés ou non, vous pouvez exiger le maintien de ce droit en signant la pétition en ligne à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Il doit se passer quelque chose de très grave en France pour que les médias passent autant de temps à couvrir les déboires sentimentaux et les parties de jambes en l'air du président de la République. L'actualité inciterait même à transformer le mot de République en un calembour douteux, tant les promotions canapés de tels journalistes ou actrices exaspèrent au plus haut point les Français. Il en va ainsi en Hollandie. Promesses et fantasmes se confondent sans apporter de solution aux Français sur leur emploi, leur logement, leur santé, leur sécurité, leur retraite et l'avenir de leurs enfants. Manuel Valls, le sémillant ministre de l'Intérieur, fortement soupçonné d'être à l'origine des fuites ayant permis de révéler ce poteau rose sans épines, espère bien engranger les bénéfices politiques et se verrait bien président à la place de M. Bricolage. Le jeu doit bien en valoir la chandelle pour le ministre le plus populaire du gouvernement. Hélas, l'affaire Dieudonné vient de le faire fortement chuter dans les sondages et les résultats sur l'état de la sécurité dans le pays se sont quant à eux révélés catastrophiques. À ce niveau d'incompétence, on pourrait même oser parler d'insécurité au vu des crimes et des délits en tout genre qui se sont multipliés et tout particulièrement dans les campagnes. Comme nous l'annoncions il y a de cela plusieurs mois avec des maires qui proposent à leur population de s'armer pour se défendre. Les forces de l'ordre sont dépassées par de véritables réseaux organisés qui mettent en coupe réglée le pays et le pillent allègrement. Ce qu'un ministre refuse de reconnaître, ce sont des gendarmes et des procureurs qui ont le courage de le déclarer, notamment celui de Colmar pour qui l'explosion des cambriolages et les trafics d'êtres humains sont directement liés à l'immigration clandestine, elle-même génératrice de travail dissimulé qui met à mal le système social français déjà fragilisé par un chômage de masse. De simples constats de bon sens que chaque Français est en mesure d'observer, mais que le gouvernement et la classe politique dans sa majorité refusent de voir par principe. Le ministre du désordre intérieur a, au contraire, fait procéder au nom de la générosité républicaine à une augmentation des naturalisations et à une baisse des expulsions malgré l'afflux de migrants clandestins. Manuel Valls a beau multiplier les déclarations volontaristes et autoritaires, il crée le vide autour de lui et perd le peu de crédit qu'il détenait. Si les langues se délient enfin parmi les forces de l'ordre et les représentants de la justice, c'est que la situation n'est selon eux plus tenable. Les moyens se réduisent comme peau de chagrin tandis que l'insécurité explose et que les prisons débordent. Pourtant, soumis à un certain devoir de réserve, il suffit de se promener sur certains blogs pour mesurer l'étendue du désastre et surtout de leur exaspération. Les mouvements de contestation qui se multiplient sont malheureusement proportionnés au nombre de suicides, toujours commis à titre personnel selon une hiérarchie aussi déconnectée de sa base que le responsable de la place Beauvau.
Juges, policiers et gendarmes souhaiteraient que le ministre fasse preuve, à leur attention, d'autant de volonté et de célérité que lorsqu'il fut question de la répression des opposants au mariage entre personnes du même sexe, de la condamnation des spectacles de données ou de la criminalisation délirante d'un geste irrespectueux. Mais Manuel Gas, ou Manu Militari comme le nomment aujourd'hui ses opposants, révélant au passage son autoritarisme et son utilisation abusive du droit comme de la force contre ses adversaires, n'aurait-il pas besoin lui aussi de détourner l'attention du public? Ces mesures, aussi soudaines que jugées inutiles, ne servent-elles pas à masquer certains scandales? L'actuel ministre de l'Intérieur aurait par exemple attribué en avril 2011 un marché public de l'agglomération d'Evry à une urbaniste qui n'est autre que son ex-compagne. Cette dernière avait en effet créé quelques mois plus tôt seulement une société unipersonnelle en associant l'architecte Roland Castro. Un candidat non retenu malgré sa proposition moins élevée s'étonne de certaines modalités de l'appel d'offres et de faits troublants. Ce dossier n'est qu'une des nombreuses affaires qui entourent l'ancien maire d'Evry, mais aussi l'actuel ministre. Comment expliquer les raisons obscures qui ont empêché l'arrestation d'un franco-israélien responsable d'une vaste escroquerie à la taxe carbone qui a fait perdre à l'État français entre 1,5 et 1,8 milliards d'euros, et ce malgré les 4 mandats d'arrêt délivrés par des juges français et son interpellation sous une fausse identité à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. En Russie, des ministres sont démissionnés et des oligarques emprisonnés pour moins que cela. Alors force est de constater que la justice, pour Manuel Valls, c'est comme les auberges espagnoles, on n'y trouve que ce que l'on y apporte. Et il y en a encore qui s'étonnent quand, on l'en dit, on dresse le lit de la révolte. L'Union européenne et le bras financier de la CIA, la Fondation Soros, sont en passe de porter l'Ukraine au bord de la guerre civile. Les émeutes ne se limitent plus à la si mal nommée place de l'indépendance. La fracture est plus nette. Les régions de l'Ouest, agricoles, rêveuses des subventions européennes, ont vu des activistes prendre les bâtiments des conseils régionaux et séquestrer souvent avec violence les députés présents. Vinitsa, Tchernigov, Rovnov, Ternopol ont été les théâtres de ces violences. Pendant ce temps, à l'Est, dans les terres minières et riches de Crimée, des centaines de milliers d'Ukrainiens manifestaient leur soutien au gouvernement en place en appelant leur mobilisation anti-Maïdan ou Stop Maïdan. Ils réclament le retour de l'ordre et de la stabilité, le respect des institutions et du gouvernement élu. Samedi, à Kiev, le chef de l'État ukrainien, Viktor Yanukovych, a proposé aux principaux leaders de l'opposition de trouver une solution à la crise politique que connaît l'Ukraine ces derniers jours. Et afin d'apaiser les tensions qui déchirent le pays depuis le 16 janvier, il s'est déclaré prêt à accorder une série de concessions. À commencer par l'amnistie pour tous les manifestants anti-gouvernementaux interpellés, à condition que l'opposition quitte les locaux des bâtiments administratifs occupés, y compris ceux sur la place Maïdan. Mieux encore, le président Yanukovych a proposé au chef du parti Batchnina, Arseniy Yatsenyuk, le poste de Premier ministre, et au dirigeant du parti d'opposition Oudar, Vitali Klitschko, un poste de vice-premier ministre en charge des questions humanitaires. Mais l'opposition a refusé cette main tendue et les violences ont repris. Dans les meneurs, aux côtés des ultranationalistes ukrainiens, dont la haine anti-russe n'a d'égal que leur amour pour les billets verts de la Fondation Soros, on note la présence de plusieurs éléments étrangers, européens entre autres, qui participent activement à la déstabilisation du pays. La volonté est bien de faire payer à l'Ukraine son choix de ne pas céder aux sirènes de l'Union européenne. Car il faut que l'Ukraine rentre dans l'UE pour que l'OTAN puisse se porter aux frontières de la Russie. Martin Schulz, le président du Parlement européen, a d'ores et déjà menacé de bloquer les comptes bancaires et de limiter la liberté de déplacement des dirigeants ukrainiens. Un scénario déjà appliqué à l'encontre de la Biélorussie sans qu'elle ne s'en porte plus mal pour autant. La solution est peut-être celle avancée par le leader politique russe Vladimir Zhirinovski. Dans une remarquable leçon de géohistoire, il propose en effet une division de l'Ukraine. Je cite, « Il y a deux peuples différents. D'un côté, on trouve les Russes et les Ukrainiens russifiés, et de l'autre, les occidentophiles qui ont vécu dans les territoires faisant partie de l'Autriche-Hongrie. Il y aura une confrontation éternelle. Seule la partition de l'Ukraine selon un principe civilisé, l'Ouest pour les catholiques et l'Est pour des orthodoxes, résoudra le problème, sinon le carnage se poursuivra. » Fin de citation. La volonté de vivre ensemble ne peut être imposée, elle doit être voulue par toutes les parties.
Selon le ministère de l'Intérieur ukrainien, 218 policiers ont été blessés depuis le 19 janvier, tandis que plus de 70 personnes ont été interpellées à Kiev pour participation aux troubles de masse. 2 personnes ont trouvé la mort dans les affrontements, selon le parquet ukrainien. Mais la violence est montée d'un cran avec l'assassinat d'un policier qui rentrait chez lui. Des sources dans la police signalent également que les manifestants qui ont occupé des bâtiments administratifs à Kiev ont à leur disposition une quantité importante d'armes à feu. Selon l'autorité de répression de la criminalité organisée, tout est fait actuellement pour que ces armes ne soient pas utilisées contre les citoyens et les agents de l'ordre. Mais est-ce la volonté des manipulateurs de Bruxelles et de Washington ? Les responsables politiques de l'Union européenne ou du monde occidental en général ont la regrettable prétention de se prendre pour des parangons de vertu qui entendent imposer leurs normes néolibérales au reste de la planète. À la fois juges, témoins et partis, ils s'arrogent le droit de blâmer, voire de condamner autrui, selon leur définition unilatérale du droit et du marché, ou plus précisément des droits de l'homme et du consommateur, dont ils se voudraient les promoteurs zélés. Ainsi, les réunions du Parlement européen concernant la Russie s'apparentent plus à des procès staliniens qu'à des débats apaisés. Comme l'a estimé Konstantin Dolgov, diplomate russe délégué aux droits de l'homme, je cite, « Les députés du Parlement européen ont une vision déformée de la situation des droits de l'homme en Russie. Plus encore, ils préfèrent camper sur leur position, même quand ils ont connaissance de contre-arguments sérieux et rejettent toute information susceptible de leur donner une autre image de la Russie. » Fin de citation. Poudre aux yeux juridique et enfumage démocratique, ces démonstrations de force confirment qu'une vraie rupture entre les propos sur la nécessité des relations constructives avec la Russie et ceux sur l'élargissement du dialogue. Cependant, cette vision biaisée ne pourra éviter plus longtemps le miroir que lui tend Moscou depuis 2012. Lassée des critiques occidentales sans fondement et régulièrement condamnée par principe dès lors qu'elle n'entend pas se plier à certaines injonctions, la Russie publie annuellement un rapport qui cloue au pilori ses détracteurs. Ce document de 153 pages, établi par le ministère des Affaires étrangères, se fonde sur des sources officielles de l'ONU, de l'OSCE, le Conseil de l'Europe, des ONG, des témoignages médiatiques et des témoignages de défenseurs des droits humains. La réponse du berger à la bergère, en quelque sorte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jupon de cette dernière n'est pas très propre. En effet, ce rapport, qui accuse entre autres l'UE de vouloir imposer l'homosexualité et les mariages entre personnes de même sexe comme une norme de la vie par une propagande agressive, note également, je cite, « une croissance régulière de la xénophobie, du racisme, du nationalisme violent, du chauvinisme et du néonazisme en Europe ». Paris est pointé du doigt sur 6 pages et la France n'est plus cette patrie idyllique encore vantée par les opérateurs touristiques. Conditions de détention, atteintes répétées à la liberté d'expression, actes de racisme, violences policières, utilisation disproportionnée de la force et imposition de lois contre la volonté populaire ne sont que quelques-unes des nombreuses critiques recensées. Ce rapport ne vise pas à accuser par principe les pays concernés, mais juste à rétablir une relation diplomatique équilibrée entre partenaires. Malgré toute sa bonne volonté et les gages qu'elle procure, la Russie demeure la cible d'une campagne de dénigrement permanente injustifiée. Les médias ont une immense part de responsabilité en cela. Il suffit d'observer le traitement uniquement à charge de l'information la concernant, notamment quand le mensonge le dispute à une haine incompréhensible et à une bêtise crasse. Dernier exemple en date, l'hystérie autour des Jeux Olympiques de Sotchi qui pousse le collaborateur de la BBC à Moscou, Steve Rosenberg, à rechercher des scandales à tout prix. Qui aurait jamais pu croire qu'un journaliste d'un média aussi respecté en soit réduit à prendre des photos de toilettes en cours de démontage pour les publier sur Internet? Il y a 2 ans, les journalistes russes n'auraient jamais eu l'idée de le faire au JO de Londres. Face au réel, ce que l'on croit savoir heurte ce que l'on devrait savoir. La déformation volontaire des faits est dorénavant la marque de fabrique des médias occidentaux. L'épiscopie semble s'être fixée pour mission principale de faire prendre des vessies pour des lanternes. Si l'incompréhension est source de haine, la désinformation est source de conflit. Les relations entre l'Union européenne et la Russie y gagneraient certainement si la presse de caniveau évacuait ces mauvaises pratiques et que les détracteurs de la Russie moderne songeaient parfois à réviser leurs préjugés. Et comme le disait Victor Hugo, les plus petits esprits ont les plus gros préjugés.
La conférence de la paix qui se déroule actuellement en Suisse et qui vise à trouver une issue pacifique au conflit qui ensanglante la Syrie depuis près de 3 ans vient d'entrer dans sa seconde phase. L'organisation de cette rencontre et l'établissement d'un dialogue que beaucoup jugeaient irréaliste n'ont été rendus possibles que grâce à la volonté inébranlable de Moscou de convaincre Washington de parvenir à un accord diplomatique entre les belligérants. Le grand absent de la conférence est bien sûr l'Iran, dont l'invitation a été retirée à la dernière minute par le chef de l'ONU après que l'opposition syrienne ait menacé de boycotter les pourparlers et que 2 nouveaux pays hostiles à Damas ont été ajoutés. Présentation faite, chaque camp a campé d'abord sur ses positions et les débats ne commençaient pas tous sous les meilleurs auspices. Les autorités syriennes ont été d'entrée de jeu sévèrement critiquées. Le responsable de l'opposition a insisté sur la démission préalable du président syrien et son exclusion de tout processus. Une position commune à celle du secrétaire d'État américain John Kerry, qui avait déclaré plus tôt, en termes non équivoques, que Washington ne pouvait imaginer une place pour Bachar al-Assad dans le futur gouvernement de transition de la Syrie. Le représentant de la coalition nationale syrienne a accusé par ailleurs le président d'être ni plus ni moins qu'un terroriste ayant favorisé l'émergence de terroristes d'Al-Qaïda dans le pays. Ce qui a donné l'occasion au ministre des Affaires étrangères syrien, Walid Muallem, de rappeler les nombreux périls qu'endure actuellement le peuple syrien, tout en accusant certains pays étrangers, y compris la Turquie, de soutenir les terroristes en Syrie. Pour Damas, la CNS, qui est censée être le premier représentant de l'opposition, est essentiellement composée de Syriens auto-exilés qui ne sont pas revenus dans leur pays depuis plusieurs années et qui vendent leur allégeance aux plus offrants pour jouir d'une vie confortable dans les hôtels 5 étoiles. Pour le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, le dialogue vient enfin de s'établir après cet échange de politesse et c'est ce qui importait le plus. Réitérant la position de longue date de la Russie, il a rappelé qu'il ne saurait y avoir de solution par un recours à la force et que c'était au peuple syrien de déterminer de manière autonome son avenir propre. Moscou souhaite rapidement parvenir à une solution politique afin de ne pas laisser les ondes de choc provenant de la Syrie engloutir l'ensemble du Moyen-Orient. Car toute tentative visant à imposer des modèles de gouvernance pour les États du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord serait un retour en arrière et il n'est pas besoin de regarder bien loin pour trouver des exemples. M. Lavrov a également rappelé que le climat actuel d'intolérance et de conflits sectaires était étranger à la Syrie. La Russie craint l'exode massif des chrétiens qui vivent pourtant dans le pays depuis plus de 2000 ans. Il a interpellé l'assistance sur la tendance dangereuse des contradictions internes au sein de l'islam en déclarant que la Russie espérait que le monde musulman saurait s'unir afin qu'il puisse prendre sa place dans l'ordre mondial multipolaire. M. Lavrov a conclu son discours en précisant que même s'il n'y a pas 100% de chances de réussite, il y a quand même une chance réaliste que la paix soit atteinte en Syrie. Le nœud du problème demeure les nombreux groupes terroristes qui empêchent toute tentative de parvenir à un règlement politique. À propos des pays qui soutiennent les terroristes, c'est Bachar al-Jafari, l'ambassadeur de Syrie auprès des Nations Unies, qui a rappelé, je cite, « La Syrie a besoin d'un soutien sincère pour appliquer les résolutions de Genève 1. Mais pour ce faire, il faut mettre fin au terrorisme et à la violence. Il est impossible d'être pyromane et pompier à la fois. » M. Lavrov a précisé que, je cite, « Le fait que plus de 8 mois se soient écoulés depuis que l'initiative a été mise en avant le 7 mai 2013 indique que même avec la volonté politique de Moscou et de Washington réunis, les choses n'avancent pas aussi vite que nous le souhaitions. Le dialogue entre le gouvernement syrien et l'opposition doit être donc élargi pour le rendre vraiment représentatif. » Fin de citation. Les autorités syriennes et le président Assad ont démontré dans le volet des armes chimiques leur volonté de dialogue et de solutions politiques, de sorte que l'élimination du stock a été résolue très rapidement. Il ne reste plus qu'à l'autre partie de faire de même pour démontrer leur volonté de faire en sorte que l'infime chance de paix qui subsiste ne reste pas lettre morte. La France-Afrique n'est pas morte, comme tentent de le faire croire les discours officiels. Elle s'est juste transformée en une Atlantafrique. En visite officielle aux États-Unis, le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, dans un discours prononcé devant le Center for Strategic and International Studies, a jeté le masque et livré quelques menus détails sur la stratégie militaire que la France entend mener en Afrique. M. Le Drian a bien évidemment loué les liens historiques qui unissent l'Hexagone au continent africain avant de révéler les raisons pour lesquelles ce continent garde une si grande importance aux yeux de Paris et maintenant à ceux de Bruxelles.
Selon le ministre, je cite, l'Afrique du XXIe siècle présente à la fois un potentiel immense de croissance économique et de développement humain et des défis de défense et de sécurité qui sont de premier ordre. Fin de citation. Autrement dit, il vaut mieux que les parts de marché du continent africain profitent au camp atlantiste et néolibéral plutôt qu'à n'importe qui d'autre. On sera gré au ministre de s'être abstenu pour une fois d'avancer l'argument éculé de l'aventure humanitaire pour justifier le retour, ou plus exactement le renforcement militaire, de la France et de l'Union européenne sur le continent africain. En effet, malgré des coupes drastiques dans le budget de l'armée française, réduisant ses capacités opérationnelles, mais surtout les capacités d'innovation et de production de l'industrie d'armement nationale, une base opérationnelle avancée française devrait s'établir à Abidjan. La Côte d'Ivoire est pourtant loin d'être pacifiée et les milices continuent à faire régner la terreur sur les populations ivoiriennes insoumises au pouvoir quasi dictatorial du président Ouattara. Le bilan de l'insécurité ambiante, le chômage, la misère, l'exacerbation de la fracture sociale, les scandales de corruption et le bâillonnement des libertés ne cessent d'entamer la très faible popularité dont jouissait encore le président imposé par Paris. Pour remercier d'ailleurs celui qui le maria, puis qui le fit roi, en destituant militairement le président Gbagbo, Ouattara a discrètement convié Nicolas Sarkozy à célébrer son 72e anniversaire dans son immense propriété, loin des regards indiscrets. Malgré son âge avancé, qui selon un certain Attali devrait mener à une euthanasie malthusienne pour préserver l'humanité, Addo vient d'annoncer officiellement sa candidature et il mène déjà campagne sous le couvert d'une visite d'État à travers le pays. Pour de nombreux observateurs de la vie politique ivoirienne, Ouattara et ses partisans pourraient transgresser les règles démocratiques pour se maintenir au pouvoir en 2015. Qu'importe la légitimité dont il se revendiquera d'ailleurs s'il reçoit la bénédiction de son homologue français qui ne représente plus lui-même que 15% de satisfaits. Les pions que sont Ouattara et Hollande seront maintenus au pouvoir tant qu'ils serviront correctement la même oligarchie. C'est ce qu'ont compris les prétendants ou les chefs d'État en place qui assurent Washington via Paris de leur vassalité en échange d'une nomination ou de leur maintien à leur poste. Comme c'est actuellement le cas en République centrafricaine, avec l'adoubement par Laurent Fabius de Catherine Zamba-Panza qui sait pouvoir compter sur le soutien de la France. D'ailleurs, M. Bricolage a été l'un des premiers chefs d'État à saluer son élection, tout en précisant que, je cite, « la France se tient à ses côtés dans cette tâche difficile ». On sait que le président français aime se tenir très près des femmes, voire même tout près, comme le précisait Tristan Bernard. Si près que l'on se demande d'ailleurs qui décide à Bangui, comme on se demande qui commande à Paris. Qui a d'ailleurs décidé de laisser s'envenimer des situations laissant ressurgir des haines religieuses et ou ethniques qui avaient pourtant quasiment disparu sous l'influence de la colonisation européenne. Alors, comme le précisait en introduction le ministre de la Défense français, l'Afrique du XXIe siècle présente à la fois un potentiel immense de croissance économique et de développement humain et des défis de défense et de sécurité qui sont de premier ordre. Dommage que les Africains soient les derniers à en profiter. La guerre économique et néocoloniale qui se développe au nom de la mondialisation a au moins eu le mérite de clore cette partie de l'histoire que certains historiens ont, à tort, nommée la décolonisation. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.